Pas d'autoroute, ni de voie ferrée, à peine quelques routes. Nous sommes dans les territoires du Nord-Ouest, l'un des 3 territoires du Canada. Jusqu'en 1870 et le transfert des territoires possédés par la Compagnie de la baie d'Hudson, il englobait la moitié du pays. Après plusieurs réformes territoriales, il ne couvre plus qu'1,5 million de kilomètres carrés entre le Yukon à l'ouest et le Nunavut à l'est. Sans hydravion, on ne peut rien faire ici. Le passager Walt Humphreys attend son avion. C'est grâce aux hydravions qu'on a pu s'installer dans le Grand Nord. Comme il y a beaucoup de lacs, on peut amérir un peu partout. Les explorateurs et les scientifiques qui travaillent ici dépendent des hydravions. Ils sont comme des taxis. C'est comme ça qu'on voyage ici. Yellowknife est la capitale des territoires du Nord-Ouest. L'hydravion de Walt Humphreys vient de se poser. Les Twin Otter, des avions bimoteurs, sont les mules du Grand Nord. Ils sont indestructibles et peuvent même faire une marche arrière. Ils savent mieux se garer en marche arrière que la plupart des gens avec leur voiture. Malheureusement, ils ne peuvent pas décoller en marche arrière. La cargaison et les passagers se partagent le peu d'espace à bord. C'est pas la classe affaires. C'est la classe Air Tindy. On a rapporté 3 canoës, une montagne d'équipements et des passagers qui ont passé 3 semaines à Austin Lake. On achemine presque tout par avion. Les bateaux, les poutres, les légumes, les boissons, le ciment, le diesel, les machines, les hommes. Matt, le pilote, entasse tout dans son hydravion. Les passagers savent qu'ils n'ont pas le choix. Ou bien ils se serrent, ou bien ils restent sur place. Quand on leur présente les choses comme ça, ils ne font pas les difficiles. Tu vas où? À Gordon, au Sandy Point Lodge. Ça marche. Et comment ça va, toi, à part ça? Pas mal. Après avoir passé plus de 1000 heures dans les airs, Walt Humphreys connaît tous les pilotes. Il s'apprête à rejoindre la toundra. Walt est chercheur d'or. Dorsey, le pilote, connaît la route comme sa poche. Gordon Lake se situe à une demi-heure de vol. C'est là que Walt Humphreys a son claim, un terrain qui lui est attribué. Il espère y trouver le précieux minerai qui a fait rêver tant de chercheurs d'or avant lui. Je prends tout ce que je trouve. Ici, dans cette région, c'est surtout de l'or que je cherche. Mais pas uniquement. Avec un peu de chance, je trouverai peut-être des diamants. Les chercheurs prennent toujours tout ce qu'ils trouvent. Il ne fait pas toujours aussi beau. Au printemps et en automne notamment, les nombreuses tempêtes donnent bien du fil à retordre aux pilotes. Nous volons parfois dans des conditions extrêmes que d'autres trouveraient inacceptables. Mais c'est notre boulot. La toundra canadienne. Le sol reste gelé une majeure partie de l'année, sauf pendant les 3 mois d'été. De maigres pins noirs, des buissons, des marécages, des milliers de lacs, des millions de moustiques et de mouches noires. La toundra, quasiment inhabitée, qui regorge de richesses naturelles. Yellowknife, la capitale du territoire, est avec ses 20 000 habitants la seule véritable ville. À l'origine, c'était une ville de chercheurs d'or. Elle fut fondée en 1936, du temps de la Grande Dépression, alors que des milliers d'aventuriers, ruinés par la crise de 1929, affluaient dans le Grand Nord pour tenter leur chance. Aujourd'hui encore, vivre ici est une aventure. Dans la baie qui fait face à la ville, on trouve des bateaux-maisons où vivent ceux qui ne peuvent pas se payer un appartement sur la terre ferme. Depuis un an, Alison Preece occupe l'une de ces habitations flottantes.
l'infirmière débutante s'est installée ici pour faire des économies et profiter d'une certaine liberté. Certes, se rendre au travail n'est pas forcément de tout repos, surtout quand il ne fait pas beau. En revanche, elle jouit ici d'un calme absolu. Son appartement flottant fait tout juste 16 mètres carrés. Au départ, ce ne fut pas vraiment le coup de cœur. Quand j'ai vu cette maison flottante, je me suis dit que je ne pourrais jamais habiter ici. Maintenant, je m'y suis habituée. Et puis, en été, je triple ma surface habitable. Je peux aller sur le toit ou sur la galerie qui fait le tour. Et je vis avec les portes ouvertes. Mais en hiver, j'ai été à 2 doigts de craquer, tellement il a fait froid. On est vraiment bien que chez soi. Et tant pis si c'est exigu et si ça tangue. En plus des fleurs sur son balcon, Alison possède une minuscule serre où elle fait pousser de la ciboulette et du thym. Il y a tellement de vent ici que j'avais peur que tout tombe à l'eau. Avec un ami, on a trouvé des portes vitrées sur une décharge. Et le mois dernier, on a fabriqué une serre. Alison adore être sur le toit. C'est ici qu'elle se détend après une journée de travail. L'eau qu'elle consomme vient du lac et avec un panneau solaire fait maison, elle produit de l'électricité. C'est gratuit, mais c'est un peu laborieux. Voilà mon panneau solaire. Je le tourne sans cesse vers le soleil, mais le soleil n'arrête pas de bouger. 1 heure plus tard, tout est à recommencer. Ma conception de l'existence a sans doute changé. Ça fait à peine 1 an que je vis ici. Et j'utilise déjà beaucoup moins d'eau. Un appartement normal, c'est du luxe à côté de ça. Cet endroit n'est pas fait pour les maniaques. Ici, il n'y a pas d'eau courante. J'avoue que ça me manque un peu. Pendant ce temps, dans la toundra, Walt Humphreys approche de Gordon Lake, sa destination. Il a cédé à l'appel de l'or, comme tant d'autres avant lui. Chercher de l'or, c'est amusant, parce qu'on en voit souvent. Et puis, il ne faut pas en découvrir des tonnes pour que ce soit rentable. Alors qu'il faut des montagnes de minerais de fer pour que ça rapporte. Et puis, l'or, ça a ce petit quelque chose en plus. Le lac compte plus de 5000 petites îles. L'une d'elles est le Claim, le terrain attribué à Walt Humphreys. Encore une demi-heure de bateau et Walt sera définitivement seul. Ici, les téléphones portables et les radios ne fonctionnent pas. J'ai un téléphone satellite pour les urgences. Et puis, de toute façon, je ne serai pas le premier chercheur d'or à disparaître, ni le dernier. Et quand on disparaît, au moins, on devient célèbre. Burnt Island, l'île brûlée. Les territoires du Nord-Ouest ont connu une ruée vers l'or il y a 70 ans.
L'île a alors été investie par une poignée d'aventuriers. Il y avait beaucoup d'or sur l'île, mais je n'ai jamais su comment ils ont réussi à transporter tout le minerai du puits jusqu'ici. Ils ont dû le porter ou le descendre avec un traîneau en hiver, puisqu'il n'y a pas de route. Voilà en tout cas les restes d'une mine d'or des années 40. À l'époque, on séparait les poussières d'or du minerai grâce à des produits chimiques très toxiques. Puis, un jour, l'extraction et le lavage ont cessé d'être rentables. Depuis, la mine est abandonnée. Walt Humphreys apprécie beaucoup la solitude du Grand Nord, tout comme la perspective d'être riche un jour. Il peut y avoir de l'or partout ici. Il faut juste trouver un filon d'or et déterminer sa structure géologique. S'il trouve un filon, Walt pourra vendre le droit d'exploitation à une société minière et toucher une participation au gain. Tout en haut de l'île se trouve l'ancienne galerie qui date des années 40. Elle fait plus de 100 mètres de profondeur. Aujourd'hui, elle est remblayée. Walt, le chercheur d'or, a du pain sur la planche. Je prélève toujours les échantillons sur le filon. Je ne ramasse jamais de morceaux détachés. Comme ça, je suis sûr que l'échantillon vient d'ici et qu'il n'a pas atterri là par hasard. Puis, il se met en route. Il suit les veines rocheuses qui traversent l'île. Autour de la taille, il porte son télémètre. Pour ne pas se perdre, il déroule derrière lui un fil conducteur. Le fil passe par un compteur. Grâce à cet appareil, il peut retrouver les endroits qui lui ont paru intéressants. Il y a quelques taches dorées qui ressemblent à de l'or. Elles sont tellement petites qu'il faudrait utiliser du cyanure pour être sûr à 100%. Mais je ne serais pas surpris si ce morceau contenait de l'or. Un bel avenir s'offrirait-il à Walt? Certains de ses amis ont déjà décroché le gros lot. Les gars touchent une participation à hauteur de 8 000 $ par jour. Si on trouve une grande mine, on peut devenir vraiment très riche. Si on en trouve une petite, on peut en vivre confortablement. Et puis on peut toujours continuer à chercher, jusqu'à ce qu'on trouve une seconde mine. Les territoires du Nord-Ouest. Pas d'agriculture, pas d'élevage, pas d'industrie et presque pas de tourisme. Yellowknife, l'ancienne ville des chercheurs d'or, attire les aventuriers et les débrouillards. Matthew Gordono est encore un enfant quand ses parents quittent l'Angleterre pour venir s'installer au Canada. Il travaille d'abord comme chaudronnier à Navia Scotia sur la côte est du Canada, puis comme mécanicien à Toronto. Dans les années 90, il atterrit à Yellowknife et ouvre un atelier de recyclage de verre. Ses locaux se situent dans 2 vieilles cabanes en rondins de la Hudson Bay Trading Company. Il y a 100 ans, elles étaient les avant-postes du monde moderne. L'esprit pionnier de jadis est toujours tangible. Réutilisé, réparé, improvisé. Ce qui importe, c'est de se débrouiller avec les moyens du bord. En 1994, j'ai commencé à faire des expériences avec des bouteilles découpées. J'ai découvert qu'en introduisant un pendule et en le faisant cogner contre la paroi, il venait taper contre l'amorce de rupture. Puis, au bout de quelques années, j'ai compris qu'on contrôlait beaucoup mieux ce mouvement avec une baguette.
La musique m'aide à travailler, surtout quand c'est très rythmé. Le reggae, c'est parfait. Inventeur, c'est bien ce que mentionne sa carte de visite. Ça, c'est une machine à laver de 1955. Elle était équipée d'un moteur qui faisait tourner le tambour. J'ai remplacé le tambour par une meule diamant. Le contrôle qualité se fait à la loupe d'horloger. Je regarde à l'intérieur pour m'assurer... Ah, il y a une petite craquelure là. Matthew a trouvé la loupe à la décharge, comme tout le reste de son atelier. La table, la plupart des meubles, les ordinateurs, la meule que je vous ai montrée, tout ça allait être jeté. L'évier, le comptoir et les imprimantes viennent de la décharge. On y trouve de tout. Quoi d'autre? Les lampes, le chariot élévateur, le classeur. Aujourd'hui, Matthew Gordonneau doit livrer 6 verres à l'effigie d'un groupe de rock de Yellowknife. C'est un groupe local qui est en train de monter. Ils viennent de sortir leur premier CD et moi je fabrique des verres avec le logo du groupe. Ils sont très demandés, surtout par les mères des musiciens. Ces verres gravés à la main ne sont pas donnés. Ils sont faits à partir d'anciennes bouteilles de vin, mais ils demandent du travail. Cela coûte 30 $. Des verres avec le logo du groupe, édition limitée, 30 $ pièce. Et tout le monde est content. À l'aide d'une sableuse et d'un pochoir, il applique le logo sur le verre. Le groupe s'appelle Giant Con. Les deux mines nommées Giant et Con sont les emblèmes de Yellowknife. Giant a été la première mine à Yellowknife. Con a été la deuxième. Ça, c'est l'ancien puits. Et ça, c'est le nouveau, celui de la mine Con. Voilà, le premier verre est terminé. Giant Mine. Depuis 2004, on n'extrait plus d'or à Yellowknife. Ce qui reste, c'est un paysage dévasté, l'héritage de 70 années d'extraction. Walt Humphreys a lui aussi 70 ans et ne cache pas sa nostalgie. Il a connu l'époque où les mines tournaient à plein régime. Les deux mines, Giant et Con, et quelques autres mines plus petites, ont produit 400 tonnes d'or. Je peux vous garantir qu'il y en a encore au moins 400 tonnes ici. Tout est question de coût. Si le prix de l'or continue à grimper, les mines vont rouvrir. Bien sûr, j'ai été triste quand elles ont fermé. Et ça ne me dérangerait pas de voir ouvrir une nouvelle mine ici. D'ailleurs, je continue à prospecter. Sans or, Yellowknife n'aurait jamais vu le jour. Brendan, Bryce et Steve vont répéter. Les Giant Con, c'est eux. Le trio n'existe que depuis 6 mois, mais ils font déjà un tabac dans le petit monde musical de Yellowknife. Vous savez quand les organisateurs du festival vont nous payer? Je ne me souviens plus combien de temps ça a duré la dernière fois. J'espère qu'on pourra bientôt passer à leur bureau pour récupérer l'argent. Les répétitions se déroulent dans la maison des parents de Brendan, dans la chaufferie, juste à côté de sa chambre d'enfant.
C'est un peu comme du rock sans batterie. Ça résume bien la chose. Il faut imaginer soi-même le rythme, parce qu'on n'a pas de batteur pour l'instant. Mais les gens dansent quand même. Le rythme est donné par le piano et les guitares. When I wake up, it's dark. It's dark when I go home. Spend my days on icy road. Leurs chansons parlent de la vie dans le Nord, de l'obscurité, du froid, de la ruée vers l'or et de ses conséquences. Elle parle du taux de suicide très élevé ici, du désespoir, de la solitude, de l'alcoolisme. Oh, beer! Yes. Qu'est-ce qu'on aime plus que la musique? La bière. Il y a clairement un problème avec l'alcool ici. Comme dans toutes les villes, sans doute. Mais ici, c'est extrême. Mais il existe aussi des gens qui boivent beaucoup sans pour autant être alcooliques. C'est à cause des hivers qui sont trop longs. Les gens restent à la maison et boivent avec leurs copains. Il faut qu'on fasse attention, nous aussi, parce qu'on boit pas mal quand on joue. Je dirais que 70% des habitants de Yellowknife, de plus de 19 ans, sont des vrais alcoolos. Yellowknife se situe sur la berge nord-ouest du Great Slave Lake, du Grand Lac des Esclaves, qui est presque aussi grand que la moitié de la France. À son extrémité est, il y a des falaises qui font 300 mètres de haut. Depuis des siècles, c'est un haut lieu spirituel pour les Indiens, les First Nations, comme on les appelle au Canada. Les Indiens de la tribu des Dene ont été les premiers à s'établir dans les territoires du Nord-Ouest. Lutselke est un minuscule village qu'on ne peut rejoindre que par avion ou par bateau. Ici, pas une goutte d'alcool. Les Indiens se protègent de cette drogue qui a entraîné tant des leurs dans la déchéance. Lutselke compte 150 habitants et tous sont plus ou moins de la même famille. Aujourd'hui, une étrange torpeur s'est emparée de la ville. Joseph Catholique est le seul à s'affairer ce matin. Il a tué un ours. À présent, il doit préparer la précieuse fourrure. Je m'appelle Joseph Catholique. Il y a un paquet de catholiques ici. Mais mon vrai nom, c'est Pocket. Un jour, les missionnaires sont arrivés et ont changé nos noms sans rien nous demander. Et maintenant, la moitié de la ville s'appelle catholique. J'ai le droit de chasser ce que je veux. Je suis un autochtone du Nord. Et j'ai un permis spécial. Du coup, je peux chasser ce que je veux et autant que je veux. Je peux chasser des caribous autant que je veux. Je peux pêcher autant que je veux, je peux chasser des ours, tout ce que je veux. Mais seulement ici, dans les territoires du Nord-Ouest. C'est mon premier ours, et j'en suis plutôt fier. Les anciens ont tiré des remèdes contre le cancer et ce genre de choses. Quand on tue un ours, ça porte chance.
La peau d'ours doit sécher 2 jours au soleil. Le produit de la vente permettra à Joseph d'en vivre quelques semaines. L'après-midi, il part vérifier ses filets. L'eau, limpide, est riche en truites et en saumon. Tout le village se nourrit de poissons. Les truites sont fumées, séchées ou frites. Joseph en donne même à ses chats et ses chiens. Ce poisson blanc s'appelle lutzel dans notre langue. Lutzelke, ça veut dire là où il y a beaucoup de poissons blancs. En hiver, il y a aussi des caribous, des milliers de caribous qui traversent le lac gelé. On n'a même pas besoin de quitter le village pour les chasser. Sinon, il faut aller très loin pour en trouver. Pour moi, en tant que d'aîné, en tant qu'habitant des territoires du Nord-Ouest, c'est ça la liberté. Il n'y a pas de route, c'est une communauté isolée, mais on ne se sent pas seul. Et puis si on se sent seul, il suffit d'aller à Yellowknife ou de prendre la route vers le sud. C'est le pays de Joseph et de ses ancêtres. Il connaît chaque colline, chaque rapide. Jadis, les Dénais étaient un peuple nomade. Puis les missionnaires leur ont construit des villages et des églises et les ont privés de leur culture. « 500 km plus loin, Yellowknife, au beau milieu d'une région sauvage, un îlot de civilisation occidentale avec tout ce qu'elle produit, le bruit, les déchets. Matthew Gordonneau se rend à la décharge dans son vieux pick-up. La décharge est l'attraction numéro 1 de Yellowknife. C'est la seule décharge d'Amérique du Nord qui soit accessible au public. Dans la ville, il n'y a pas de collecte des déchets encombrants. Chacun apporte ses rebuts et en profite pour voir s'il peut dégoter quelque chose d'utile. La décharge est un lieu de rencontre et une gigantesque bourse d'échange, malgré la saleté et les mauvaises odeurs. L'entrée est gratuite, que l'on vienne jeter quelque chose ou non. Ici, on parle de shopping nordique. Le lundi, ils viennent tout nettoyer. Alors il n'y a généralement pas grand-chose. Tiens, il y a un vélo là-bas. Les bouteilles en verre ne sont pas la seule spécialité de Matthew. Il y a aussi les bicyclettes. La restauration de vieux vélos, c'est son autre domaine de prédilection. Le cadre est pas mal. Il lui manque juste une roue avant et un peu d'huile. Les gens ne savent pas s'y prendre. Dans cette ville, il n'y a qu'un garage qui répare les vélos. Il faut compter 2 mois d'attente pour avoir un rendez-vous et ils vous prennent 75 $ pour 1 heure de main-d'œuvre. Du coup, c'est moins cher de racheter un vélo neuf que de changer un pneu crevé. Ou presque. Matthew dit que la décharge est pour lui comme une mine d'or. Elle regorge d'objets de valeur. Quelques mètres plus loin, il trouve une boîte à outils et une pelle. Alors, une boîte à outils, un vélo, du matériel pour brasser sa propre bière et une pelle. Le pick-up est déjà plein.
Le problème, c'est qu'on rapporte toujours plus que ce qu'on est venu déposer. Et un beau jour, on n'a plus de place. Le gouvernement a essayé de fermer la décharge au public. Mais un vent de révolte s'est emparé de la ville. Manifestations, protestations, pétitions, les habitants voulaient garder leur décharge. Ici, on rencontre tous les habitants de Yellowknife, du maire jusqu'au SDF. Walt Humphreys, le chercheur d'or, vient lui aussi régulièrement. Selon lui, qui ne cherche pas, ne trouve pas. En ce moment, je ne cherche rien de particulier. Je regarde. Walt est spécialisé dans les livres, les CD et les cassettes vidéo. Avec les VHS, il faut faire attention. Une fois, j'ai trouvé des boîtes de films pour enfants. Je voulais les donner à mes voisins, mais par acquis de conscience, j'ai vérifié ce qu'il y avait dessus. Et je peux vous dire que c'était pas du tout des films pour enfants. C'était des films pour adultes, soigneusement camouflés. J'étais content d'avoir vérifié. Cette tradition est vieille comme la ville elle-même. C'est une communauté isolée au milieu de nulle part. Alors les gens partagent ce qu'ils possèdent. Et quand ils n'ont plus besoin de quelque chose, ils le donnent à quelqu'un d'autre. Et ça a toujours été comme ça. La décharge doit rester accessible à tous. Il y a 70 ans, cette vallée était la plus profonde de la région. À présent, la montagne de déchets en est le point le plus élevé. Les territoires du Nord-Ouest ne comptent que 40 000 habitants, dont la moitié vit à Yellowknife. Ce sont majoritairement des jeunes au chômage. Avant, ils cherchaient du travail dans les mines. Aujourd'hui, ils cherchent du travail dans l'administration. La plupart des seniors s'installent sur la côte ouest ou dans le sud. Yellowknife n'est pas un lieu adapté aux retraites paisibles. Dans l'austère ville d'Orpailleur, dans les pubs, c'est tous les soirs la fête. Aujourd'hui, le groupe Giant Cohen joue au Black Knight. Ça va bien. Tout à l'heure, chez moi, j'ai regardé un film avec George Clooney pour me mettre dans l'ambiance. Et j'ai bu 3 ou 4 bières. Normalement, je suis plus sous que ça quand je monte sur scène. Mais j'y travaille. It's dark when I go home. Spend my days on icy roads. All the people get up, get away. Beaucoup de jeunes gens viennent dans les territoires du Nord-Ouest attirés par l'aventure, dans l'espoir de gagner rapidement beaucoup d'argent. Ceux qui ne supportent pas l'austère toundra et les rudes hivers ne font pas long feu. Mais ceux qui restent vivre dans cette nature hostile se serrent les coudes. À 9h30 tapante, l'avion de ligne de la Buffalo Airways pointe son nez dans le ciel, comme tous les jours. Il vient de Hay River, la deuxième ville des territoires du Nord-Ouest après Yellowknife, à 400 km sur la berge sud du Grand Lac des Esclaves. C'est un vieux DC-3 qui date de la Seconde Guerre mondiale.
L'avion a 68 ans, autant que le pilote que tout le monde ici appelle Buffalo Joe. Joe McBrien est le propriétaire de la compagnie aérienne et pilote encore lui-même ses avions. À bord, comme toujours, beaucoup de cargaisons et peu de passagers. Mickey McBrien, le fils de Joe, est le vice-président de la compagnie. Ça, c'est typiquement de la marchandise qu'on achemine par camion. Mais il faut 5 heures pour faire le tour du Grand Lac des Esclaves, alors que le DC-3 fait la traversée en 45 minutes, ce qui fait gagner 4 ou 5 heures. C'est un des derniers endroits au monde où le DC-3 est un moyen de transport rentable. Le vieux coucou est capable de transporter 10 tonnes de fret. Les patrons de Buffalo Airways adorent leur avion. Il était là déjà longtemps avant moi, et il sera là longtemps après moi. Il a déjà plus de 65 ans, mais il atteindra facilement les 100 ans. Tant qu'il y aura de quoi faire le plein. Presque tous les avions de Buffalo Airways ont plus de 60 ans. Le DC-3 faisait partie de la flotte de l'armée de l'air française après la guerre, et le DC-4 a participé au ravitaillement de Berlin durant le blocus de la ville en 1948 et 1949. Du matériel lourd et indestructible. Idéal pour ces passionnés d'aviation pour qui un vrai pilote doit savoir piloter à la main. Certaines personnes disent que le tableau de bord d'un avion moderne à propulsion ressemble à un jeu vidéo et que celui-ci ressemble à un flipper. Moi, j'aime le flipper. Ça, c'est vraiment de l'aviation. Piloter avec un ordinateur de bord, c'est bien pour ceux qui aiment l'électronique et les chiffres. Avec cet avion, on ne se repose pas sur des chiffres. On prend les choses en main soi-même. Buffalo Joe repart vers l'autre côté du Grand Lac des Esclaves, direction sud. À Hay River, 5 palettes de marchandises attendent d'être transportées à Yellowknife. Sur la berge est du lac, à Lutzelke, la chaleur de midi est étouffante. La peau d'ours de Joseph catholique est presque sèche. Si un touriste venait se perdre ici, Joseph pourrait la vendre pour une somme considérable. Je la retourne. Il y a des mouches noires partout. En été, des milliers de moustiques, de mouches noires et de tans envahissent les airs. Cette année-ci, les insectes sont particulièrement nombreux. L'hiver a été trop humide. Les mouches noires sont pires que les moustiques, parce qu'elles vont partout. C'est pas le cas des moustiques. Les mouches noires se glissent sous les vêtements et piquent. Puis les piqûres enflent. C'est dangereux. Joseph se console avec sa peau d'ours. Il prétend pouvoir en tirer $500, au moins. Elle est belle. L'autre côté doit encore sécher.
C'était un bel ours. Le lendemain, à Yellowknife, Matthew peut enfin décharger son butin. « 25% des vélos proviennent de la décharge. 50% d'un voisin qui a dû aller en prison et 25% ont été déposés devant chez moi. Les gens déposent les vélos devant ma porte, que je sois à la maison ou non. J'ai 2 copains avec lesquels on les répare. On les vend ou on les loue, ça dépend. Allison, l'infirmière, se réjouit de sa dernière trouvaille. Un tableau, beaucoup trop grand pour sa petite maison flottante. Je l'ai trouvé à la décharge, au milieu d'ustensiles ménagers. On peut trouver des trucs super. Dans le journal, il y a même une chronique qui s'intitule « Histoire de la décharge ». Le chroniqueur de la décharge écrit toutes les semaines. Walt Humphreys, leur payeur, est également devenu reporter, par la force des choses. J'ai toujours fourni à notre journal des informations sur ce qui se passait à la décharge, pour qu'il en parle un peu. Et puis un jour, ils m'ont dit, tu n'as qu'à écrire les histoires toi-même. Et c'est ce que j'ai fait. À la décharge, on voit de tout. C'est une bonne source d'inspiration. Le quotidien local s'appelle The Yellowknifer. La distribution commence à 6 h du matin. Le livreur, c'est Bryce, guitariste et chanteur du groupe Giant Corn. Cette semaine, le journal a parlé 4 fois de nous depuis mercredi. Ça nous fait une bonne pub et ça fait venir les gens au concert. Les copains sont au courant, mais il faut encore plus pour nous faire connaître.